Bonjour à tous et bienvenue dans Question d'actualité, votre rendez-vous parlementaire sur LCP. Nous sommes ensemble pendant 1 heure en direct pour vous dire ce qui va se passer à l'Assemblée avant et après les questions au gouvernement. Une séance que vous allez pouvoir suivre à partir de 15 h sur la chaîne parlementaire. Alors pour toutes les réactions politiques, nous serons en duplex de la salle des 4 colonnes avec Elsa Mondingava et Stéphanie Despierres. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec Clément Perrot pour le menu des questions au gouvernement. Puis nous serons aussi auprès des députés de gauche dans la manifestation parisienne pour une hausse des salaires et contre l'inaction climatique avec Pierre-Michel Carniel. Enfin, nous vous ferons vivre en direct l'arrivée des ministres et d'Elisabeth Borne. Ce sera à partir de 14 h 50. Alors au sommaire de l'actualité aujourd'hui, le 49.3 devrait être dégainé probablement mercredi selon le porte-parole du gouvernement. Les débats sur le budget devraient donc se poursuivre jusqu'à demain dans une ambiance électrique. La discussion tourne au supplice chinois pour la majorité comme pour les oppositions. Et puis à l'arrivée, quel budget? Le gouvernement devrait conserver certains amendements et en rejeter d'autres, comme celui du MoDem sur les superdividendes. Il ne devrait pas figurer dans le texte final. De tous ces sujets, on en parle, on en débat avec mes invités en plateau. C'est parti pour Question d'actu. On en parle avec Caroline Janvier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance du Loiret. Avec Raquel Garrido, bonjour. Bienvenue. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et Sébastien Chenu, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes député Rassemblement National du Nord. Alors avant de commencer le débat, vous le savez, on part tout de suite dans l'hémicycle pour retrouver Clément Perrot. Clément, la séance de questions au gouvernement va démarrer à 15 h. Quel est le thème qui se dégage aujourd'hui ? Eh bien Brigitte, la pénurie de carburant et les mouvements sociaux dans les raffineries vont encore largement occuper les débats pour cette nouvelle séance de questions au gouvernement. On le sait, le gouvernement souhaite un retour rapide à la normale dans les stations essence. Comment compte-t-il s'y prendre? Va-t-on assister à de nouvelles réquisitions dans les prochaines heures? Des députés, notamment démocrates et les républicains, interrogeront le gouvernement à ce sujet. Et puis, ces réquisitions, elles posent aussi la question du droit de grève, la question du respect de la liberté syndicale. Et là, ce sont des députés de la gauche qui interrogeront le gouvernement. Merci Clément Perrot. On vous retrouvera dans cette émission un petit peu plus tard pour d'autres précisions sur ces questions au gouvernement. Alors le 49.3, je vous en parlais en titre, qui permettrait d'adopter le budget sans vote à l'Assemblée, devrait avoir lieu probablement demain, selon Olivier Véran. Demain, c'est aussi la fin des discussions sur le volet recettes du budget. Stéphanie Despierres, vous êtes salle des 4 colonnes. C'est dans une ambiance électrique que les débats se sont déroulés hier après-midi et hier soir. En attendant le 49.3, la séance hier soir s'est terminée comme elle avait commencé plus tôt dans l'après-midi dans une ambiance tendue et avec la même question sur tous les bancs de l'opposition. Quels amendements le gouvernement va-t-il garder dans la version finale du texte? Alors dans l'hémicycle, la droite, la gauche, le Rassemblement national ont réclamé des garanties pour ne pas débattre pour rien. L'écologiste Benjamin Lucas a lancé « Sommes-nous ce soir législateurs ou allez-vous faire de nous des acteurs d'une mauvaise pièce, d'un Tartuffe dégradé qui s'écrirait à Matignon ?» À un moment même, les Insoumis ont applaudi debout une députée Les Républicains, Véronique Louwagie, qui avait lancé un amendement voté est un amendement voté, que ce soit avec les voix de la majorité et de l'opposition. Vous n'avez aucune légitimité pour établir une hiérarchie des amendements sur le fond. Hier, la gauche a tenté de restaurer l'impôt sur la fortune. Le Rassemblement national en a proposé une autre formule, alors que la droite, tout au contraire, a essayé de supprimer l'IFI, le descendant, si l'on peut dire, de l'impôt sur la fortune. Tout a été rejeté en bloc. Merci Stéphanie Despierres. Alors Caroline Janvier, à quoi ça sert de faire durer les débats là sur le budget ? Eh bien, ça sert justement à ce qu'il y ait un débat. Moi, je crois que c'est intéressant et c'est important qu'on discute des grands choix budgétaires pour cette année 2023. La plupart des politiques publiques figurent dans ce budget. Donc, évidemment qu'on a un débat et qu'on verra à quel moment il se termine quand le gouvernement fera usage du 49.3. Mais je crois que c'est très important. Mais ça veut dire que les amendements qui sont votés, on voit bien que l'ambiance est tendue. Ces amendements-là, ils ne seront pas forcément conservés après. Donc, à quoi ça sert finalement de débattre un peu dans le vide? Eh bien, ça sert quand même à dégager parfois des consensus, y compris transpartisans, parfois des désaccords, mais à ce que chacun redise quelle est la ligne politique sur le plan budgétaire, sur le plan des recettes, sur le plan des dépenses. Je crois que c'est important, évidemment, que nous ayons cet échange-là. Sébastien Chenu, c'est le supplice chinois, comme je disais, ce budget ou pas ? Non, mais je crois que le gouvernement prend des libertés avec la démocratie. En fait, le gouvernement sait depuis le début que les oppositions ne vont pas voter ce budget.
Les oppositions, d'ailleurs, pas pour les mêmes raisons. La France Insoumise et le Rassemblement National ne votent pas ce budget pour des raisons très différentes. Mais nous n'allons pas le voter. Et vous le savez. Et donc, vous nous dites, on fait débattre quand même et on fait voter des amendements. Mais si les amendements sont votés, ils sont démocratiquement votés. Ça veut dire qu'ils ont une majorité. Et donc, il faut les retenir et ensuite les inclure dans votre texte du 49.3. Il n'y a pas de problème à utiliser le 49.3. Ça fait partie des instruments. Et vous trouvez ça bien qu'on attende avant d'utiliser le 49.3 ? Le gouvernement fait son marché. C'est-à-dire qu'il fait du débat, il fait voter, puis finalement il dit ça on va retenir, ça on va pas retenir, ce qui n'est pas du tout la logique de nos institutions. Donc je pense que ce gouvernement prend des libertés avec nos institutions, avec la démocratie, avec le travail parlementaire, et que ceci aboutira évidemment à un fort mécontentement dans le pays, parce que lorsqu'on fait voter un crédit d'impôt pour la garde d'enfants, il y a beaucoup de gens derrière qui attendent ce crédit d'impôt. Alors on va revenir sur les amendements. Eh bien les Français qui vont voir que vous allez déconstruire ce que nous avons patiemment construit par le débat et par le vote démocratique, eh bien croyez-moi qu'ils vont vous en vouloir de cette façon de procéder. Ce que vous faites, c'est que vous piétinez le travail des parlementaires. On n'est pas là pour débattre, on est là pour voter. C'est ça notre boulot, voter. On a voté des amendements, on a voté des dispositions qui ont des conséquences dans la vie des Français, qui leur redonnent souvent un peu d'oxygène. On leur rend leur argent, cet argent que vous leur piquez tout au long de l'année, on leur rend. Et là, vous allez dire, on fait table rase de tout ça, 49.3. Raquel Garrido, est-ce que vous auriez aimé qu'on déclenche le 49.3 plus tôt, puisque de toute façon, ça ne fait pas vraiment débat. Vous avez dit que vous ne voterez pas ce budget, toutes les oppositions non plus. Donc on va tout droit vers ce 49.3. Vous auriez souhaité qu'il soit dégainé plus tôt ? Non, moi je pense que l'article 49.3, c'est une règle qui, certes, est dans la Constitution, donc elle est légale, mais elle n'est pas démocratique. Elle ne passe pas les standards de ce que c'est qu'une démocratie adulte. Le fait de créer une fiction juridique, parce que ce que dit l'article 49.3, c'est que le gouvernement, l'exécutif, considère comme adopté un texte. Et cette fiction qui considère comme adopté quelque chose qui ne l'a pas été, c'est profondément malsain, c'est profondément antidémocratique, surtout dans la situation présente où des votes ont effectivement eu lieu. De tout temps, les civilisations ont trouvé des règles pour décider et pour arbitrer les désaccords. Le vote en est un, le vote à la majorité en est un, c'est le nôtre, c'est ce qu'on utilise en France. Dans votre 6e République, rêvée, il n'y a pas de 49.3 ? Ah c'est clair que la 6e République, l'une des marques de la 6e République, ce sera de cesser avec cet abus de pouvoir permanent de l'exécutif contre le Parlement. Et là, on a effectivement un tas d'amendements qui ont été adoptés à la majorité. On en a encore adopté un hier soir, puisqu'on a rajouté une taxe sur les très grandes transactions immobilières. Ce sont les collègues de Corse qui ont proposé ça. Et il n'est pas acceptable en démocratie, et là je reprends les mots exacts de Bruno Le Maire, que la minorité dicte la loi à la majorité. Et cette règle qui est de bon sens en démocratie, effectivement, elle est piétinée, mais avec une brutalité, un sans-gêne de la part de l'exécutif, et ça ne peut provoquer que qui a la majorité démocratique dans le pays. Caroline Janvier, vous répondez à ça. Quand même, pour rappeler le principe de réalité, puisque vous parlez de fiction, nous sommes dans la situation où l'ensemble des oppositions nous ont dit, en amont même des débats, nous ne voterons pas ce budget. Donc à partir de là, on se retrouve dans une situation où l'État doit payer les salaires des fonctionnaires, des enseignants, des fonctionnaires territoriaux, faire fonctionner un certain nombre de politiques publiques, verser les prestations. Vous voyez bien qu'on ne peut pas fonctionner sans budget en France. Donc ce budget doit être voté. On a des oppositions qui, de façon anticipée, ont dit qu'elles quelle que soit la forme que prendra ce budget, elles ne le voteront pas. Donc ça veut dire que le gouvernement est malheureusement dans une situation où il doit utiliser le 49.3, encore une fois, pour avoir un budget qui nous permette de verser les salaires de nos institutions. Alors, c'est une nécessité. On va poursuivre ce débat. Cet argument de dire il n'y aura pas de budget, c'est n'importe quoi. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de notre pays qu'il y ait des 49.3. Il n'y a pas du tout l'idée qu'il n'y ait pas de budget en France. Quand un budget n'est pas voté, un autre est proposé. Non mais c'est pas n'importe quoi aux Français quand même. Les fonctionnaires vont être payés. Enfin, ne dites pas n'importe quoi. Non, absolument pas. Si nous n'avons pas de budget, mais il y aura un budget. Vous savez très bien l'histoire parlementaire de notre pays. Non, vous ne faites pas. En droit, quelle est l'autre voie, Madame Janvier, en droit, on a jusqu'au 31 décembre pour faire un budget. Donc il n'y a aucun risque qu'il n'y ait pas de budget. Ça c'est le premier point. Le deuxième point. Si vous ne mettez pas d'accord, il y a un risque quand même. Pardon, il y a quand même un risque si on n'est pas d'accord. Oui, mais attendez, écoutez. Parce que vous ne voulez pas le même budget, Rassemblement National et la France Insoumise. Attendez.
Notre collègue Valo l'a bien expliqué hier soir dans l'hémicycle. Votre première version du budget, effectivement, a trouvé la désapprobation majoritaire de l'Assemblée nationale. Pour des raisons d'ailleurs opposées. Ah oui, mais peu importe. C'est la vie démocratique. Mais peu importe, ça change rien. Mais comment on se met d'accord le gouvernement? Mais Madame Janvier, les uns pensent que nous dépensons trop, les autres que nous ne dépensons pas assez. Laissez-moi terminer parce que vous, quand vous faites voter vos amendements, on repart à l'Assemblée voir Elsa Mondingava. Parfois et en général avec une majorité de circonstances. Tous les votes sont des majorités de circonstances. Tous les votes de cette Assemblée. Alors, on va reparler de ces amendements qui ont été votés. Attendez, ce que je veux dire, c'est que effectivement, la première version du budget a retrouvé la désapprobation générale. En revanche, qu'est-ce que vous en savez qu'une version amendée n'aurait pas pu être toutes nos propositions. Absolument. Qu'est-ce que vous en savez? Eh ben, on ne le saura pas. Alors, on ne le saura jamais, Madame Janvier. Vous répondez. Vous avez peur du vote. Vous avez peur du vote. Vous faites les critiques inverses de notre budget. Donc, mais vous n'avez pas de majorité. Allez, on repart à l'Assemblée. S'il vous plaît, on repart à l'Assemblée parce qu'il y a eu des modifications dans ce projet de budget. Il faut dire que quelques 3500 amendements avaient été déposés sur le texte. Elsa Mondingava, vous êtes celle des 4 colonnes. Plusieurs amendements ont été adoptés contre l'avis du gouvernement. Oui, le gouvernement a subi plusieurs revers lors de l'examen du budget. Alors, je ne vais pas revenir sur tous ces amendements adoptés contre l'avis du gouvernement. Je vous en cite 2 particulièrement symboliques, un venant de son propre camp, un autre de la réunion des oppositions. Le premier, c'est une taxe sur les super dividendes qui concernerait donc les entreprises qui font des super profits et qui décident de les reverser à leurs actionnaires. Ça, c'était un amendement du MoDem, voté grâce aux oppositions et certains députés du groupe Renaissance. Un autre amendement qui a été voté, c'est pour le rétablissement de l'exit tax. C'est un dispositif instauré sur Nicolas Sarkozy pour taxer les entrepreneurs qui vont s'installer à l'étranger. Ça, le gouvernement a d'ores et déjà prévenu. Pas question de garder ces mesures dans la version finale. Elles franchissent une des lignes rouges fixées par le gouvernement, celle de pas d'impôt supplémentaire, la deuxième étant pas de dette supplémentaire. Alors, si le gouvernement utilise l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, il peut décider quelle version finale du texte il choisit de retenir. Elsa, on sait ce que le gouvernement ne gardera pas, mais a-t-on déjà une idée des amendements qui pourraient être conservés? Oui, le gouvernement a pioché dans certains amendements adoptés, pas franchement les plus significatifs. Il a pris des mesures dans tous les camps, à l'exception du Rassemblement national et de la France insoumise. Le taux de TVA réduit sur les masques sera reconduit. Ça, c'était une demande des socialistes. Le plafond du ticket de restaurant relevé à l'initiative de la droite. Le gouvernement n'a pas non plus oublié de soigner sa majorité. Élargissement du taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les PME. Ça, c'est pour le partenaire MoDem. Et enfin, relèvement du crédit d'impôt pour les gardes d'enfants. Ça, c'était une revendication du groupe Renaissance. De quoi pour le gouvernement vanter un budget d'ouverture. Mais je suis sûre, Brigitte, que sur votre plateau, ce ne sera pas du tout suffisant pour les oppositions. Merci Elsa Mondingava. Vous avez certainement raison, mais Caroline Janvier, est-ce qu'on peut faire le tri dans les amendements ? C'est encore une fois le principe de cet article 49.3, charge à l'exécutif, au gouvernement, de réécrire le projet qu'il souhaite voir adopté. C'est encore une fois, on est dans la Constitution, rien que la Constitution. Donc oui, je trouve intéressant que le texte qui soit finalement adopté par le 49.3, soit amendé avec un certain nombre d'amendements et comme l'a dit votre confrère, des amendements de l'opposition comme de la majorité. Alors c'est vrai, Raquel Garrido, dans ces amendements qui devraient être conservés, la France insoumise en a voté certains. Oui. Et d'ailleurs, comme tous les amendements qui ont été votés majoritairement, ils devraient se retrouver dans le document final parce que c'est ça la démocratie. Quand vous dites qu'on applique la Constitution, rien que la Constitution, moi j'invite à ce que nous, les parlementaires, parce que vous n'êtes pas dans l'exécutif. Là, vous n'êtes pas porte-parole de Bruno Le Maire ou d'Elisabeth Borne. Vous êtes, comme nous, parlementaires. On est les 577 ici, les représentants de la nation. On a été envoyés là pour voter et pour prendre des décisions. Et lorsque nous le faisons de façon majoritaire, c'est pas acceptable dans la population générale que nous-mêmes nous renoncions au pouvoir que les gens nous ont donné. Ils ont voté pour nous pour qu'on vienne ici voter. Donc, il n'y a pas à faire la distinction de savoir d'où viennent les voix quand un vote est majoritaire. Et votre journaliste, et c'est marrant, elle disait que les amendements choisis ne vont pas contenter les oppositions. Mais en l'occurrence, c'est la majorité. C'est-à-dire, nous sommes la majorité et là, il y a une minorité qui veut passer en force. Sauf que à un moment où la majorité, elle dit, à un moment où la France, par exemple,
exemple, là, ça n'a échappé à personne qu'il y a une mobilisation syndicale très forte, que dimanche, il y a eu une mobilisation citoyenne extrêmement forte à Paris avec la marche que nous avons organisée, et que du coup, quand on vous dit, avec le MoDem, vos propres collègues vous disent, il faut mettre en place une taxe sur les super dividendes, s'opposer à ça, en fait, ce que dit le gouvernement, Sébastien Chenu, vous me confirmez ou pas, mais est-ce que parfois, il n'y a pas aussi des majorités de circonstances? Est-ce que réellement, il n'y a pas l'envie, la volonté de faire battre le gouvernement? Non mais madame, ça c'est la vie parlementaire. Tout au long de notre vie parlementaire, des textes sont adoptés. Et vous prenez des grands textes de société, ils ont été adoptés, je pense par exemple à l'IVG, ont été adoptés par des députés de droite et de gauche. Donc arrêtons de dire que c'est exceptionnel. Des grands textes et des textes plus modestes de notre vie parlementaire sont adoptés évidemment par des majorités qui se forment sur un texte en tant que tel. Mais moi je suis très étonné. Ce gouvernement dit oui, l'opposition est irresponsable, etc. Nous on a proposé un impôt, l'impôt sur la fortune financière, qui rapporterait plus qu'aujourd'hui, l'IFI, l'impôt d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il rapporterait 1,5 milliard de plus sur des gens qui ont un patrimoine financier, pas matériel, mais financier. Eh bien, vous avez balayé ça aussi du revers de la main. Alors que d'un côté, c'était de la justice fiscale, on allait taxer des gens qui ont une fortune financière, pas immobilière, mais financière, et de l'autre... Déjà, l'IFI. Et de l'autre... Non, parce que l'IFI... Non, mais vous n'avez pas compris. L'IFI, c'est sur la fortune immobilière. Pas la fortune immobilière, parce que la fortune immobilière, à force de taxer des gens qui ont du patrimoine, qui ont une maison, qui ont un terrain, etc. Mais ils se font racheter par des fonds, évidemment, étrangers, qataris, asiatiques, etc. Donc vous êtes non seulement à côté de l'objectif, mais en plus, c'est pas efficace. Nous, on vous proposait un impôt qui taxait des gens qui ont de la fortune financière, qui rapportait plus que votre IFI. Vous l'auriez voté, cet amendement de Sébastien Chenu? Pas celui-ci spécifiquement, mais... Vous voyez, donc de toute façon, il n'y aurait peut-être pas eu de majorité là-dessus. Mais je pense que le point important réside dans le fait de constater que là, il y a un tas d'amendements qui accroissent les recettes fiscales, et que votre discours qui consiste à dire que vous devez rester dans l'épure de la dette et de l'endettement est faux. Vu que par exemple les impôts. Oui, mais justement, puisque c'est vous-même qui voulez supprimer la CVAE, qui est un impôt sur la production, et qui va coûter 8 milliards d'euros aux contribuables pour rien, pour une aide que même les entreprises ne demandent pas. Donc c'est nous là pour le coup qui sommes dans la préservation des deniers publics, et on vous l'a dit en proposant un tas d'amendements, mais d'ailleurs sur lesquels il y a une majorité. Moi j'aimerais qu'on revienne à des questions démocratiques simples. Juste pour répondre sur la question. Est-ce que quand une majorité vote quelque chose, est-ce que c'est normal de passer outre? Est-ce que c'est pas de la triche? Moi, alors, on laisse répondre Caroline Janvier pour la majorité, justement. Sur les deux sujets, juste sur notre politique fiscale, vous évoquez la question de la suppression de la CVAE, vous parlez vous de l'impôt de l'ISF, du rétablissement de l'ISF sous une forme différente, c'est comme ça que le proposait un impôt sur les fortunes financières. J'avais bien en tête votre amendement sur ce sujet-là. Nous, ce que nous disons, c'est que nous souhaitons, d'une part, faire preuve de responsabilité budgétaire avec un objectif de rétablissement, donc sous le seuil des 3% d'ici à la fin du quinquennat, et donc là avec un budget à déficit à 5%, avec dans le même temps une baisse des niveaux d'imposition et pour les ménages et pour les entreprises. C'est ce que nous faisons depuis 5 ans, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on réindustrialise enfin la France, on crée plus qu'on détruit d'emplois industriels, ça n'était pas arrivé avant le quinquennat qui vient de s'écouler, qu'on a recréé de l'emploi et qu'on a 1 200 000 chômeurs en moins depuis le dernier quinquennat, et qu'on a à nouveau des entreprises qui se développent. Donc c'est grâce à cette politique fiscale qu'on arrive à rendre nos entreprises compétitives et qu'on arrive à augmenter le pouvoir d'achat des ménages français. Donc effectivement, c'est tout à fait logique. Ça n'est pas votre vision des choses, moi je l'entends, et c'est tout le principe des élections que de déterminer quel est le projet politique que souhaite le Français. Par ailleurs, sur votre autre question qui est sur quelque part un déni de démocratie, j'ai envie de vous renvoyer la balle. À un moment donné, si les oppositions se mettent d'accord alors qu'elles ont au départ des projets qui sont complètement antagonistes, avec comme seul point de convergence de s'opposer au gouvernement, que peut faire le gouvernement? Je veux dire, il n'a pas d'autre option. La question là, elle est posée à vous, Madame Janvier, vous n'êtes pas du gouvernement. Je vous pose une question de député à député. Est-ce que vous n'avez pas un sursaut de dignité en tant que parlementaire, et de vous dire que, alors que nous étions tous d'accord, ou en tout cas majoritairement d'accord, par exemple pour mettre en place une taxe sur les superdividendes, parce que vous vous vantez beaucoup sur votre politique économique, mais je vous rappelle que le pays là en ce moment est entièrement bloqué parce qu'un individu, Patrick Pouyanné, qui gagne 1,5 million d'euros, refuse d'augmenter les salaires de quelques centaines. Cette taxe sur les superdividendes, Raquel Garrido, pour la réussite et l'efficacité de votre politique économique. Cette taxe sur les superdividendes, elle est intéressante parce qu'elle vient de votre majorité. Elle vient de votre majorité. Minoritaire veut continuer le blocage alors même qu'il y a eu un accord
majoritaire sur une augmentation de 7% des salaires. La réalité, alors je vous retourne la question, puisque vous êtes attaché au principe de décision majoritaire. Pourquoi ça marche pas à l'Assemblée nationale? Mais bien sûr que Sébastien Chenu. Alors pourquoi est-ce que les on fait tourner la parole là. Majoritairement, on fait tourner la parole. De les faire valoir auprès de l'exécutif? Sébastien Chenu. Est-ce que vous êtes battu? Je pose une question. Attendez, on peut pas débattre, Raquel Garrido. On ne peut pas débattre. C'est intéressant puisque la première ministre a décidé de réunir aujourd'hui le groupe Renaissance. Nous, ni la commission. Non mais on va en parler après. Sébastien Chenu. Et après on repart en Stéphanie Dupont. On n'a pas entendu Sébastien Chenu. Raquel Garrido, laissez parler les autres oppositions. Allez, Sébastien Chenu. D'abord, vous nous racontez une fable, Caroline Janvier. Vous nous racontez une fable. Vous redonnez du pouvoir d'achat aux Français. Il y a moins de chômeurs et il y a plus d'attractivité. Sur ces trois sujets, c'est faux. Et vous le savez très bien. Et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'il y a moins de chômeurs. 1 200 000. Non, ce ne sont pas ces chiffres-là. Au maximum, il y a eu 300 000 personnes simplement qui retrouvaient de l'emploi. Mais je viens sur le fond du sujet. Je viens. Non, mais vous avez eu la parole. Je ne vous ai pas coupé. Tous les organismes indépendants valident ce chiffre d'1 200 000 chômeurs. Alors l'un après l'autre, vous finissez. Vous faites avec vos chiffres, mais les gens ne sont pas dupes. Cette situation que nous connaissons aujourd'hui, elle est du fait de votre imprévisibilité, de votre incapacité à anticiper les choses. Les problématiques de pouvoir d'achat, ça fait déjà un moment qu'on en parle. Je rappelle qu'il y a un an, en septembre, Marine Le Pen en a fait le sujet numéro 1 de sa campagne électorale. Donc ça fait déjà un moment. Les problématiques d'énergie, depuis le conflit en Ukraine, elles sont centrales dans le pays. Et vous, grosso modo, vous vous êtes dit tout va très bien. La France est un des mieux protégés contre l'inflation. Il y a un bouclier tarifaire. Oui, mais un bouclier tarifaire, d'abord, c'est pas une politique sur le pouvoir d'achat. Ça coûte très cher et les gens ont quand même ont le sentiment de payer deux fois. Ils payent à la pompe et avec leurs impôts, ils payent le bouclier tarifaire. Donc c'est quand même on limite à 15% au lieu de 120% l'augmentation des prix. Ils se font avoir. Les Français se font avoir sur les deux plans. Mais vous n'avez pas anticipé les choses. Vous ne vous êtes pas dit à un moment, les grandes entreprises qui fournissent de l'énergie, leur climat social est-il dégradé? Dans quel état est-il? Alors, non, ça ne vous est pas venu. On laisse répondre. Là, vous mélangez tous les sujets. Ça veut dire Caroline Janvier, la question de la politique salariale d'entreprise privée, l'augmentation des coûts de l'énergie, le prix à la pompe. Mais bien entendu que vous devez avoir l'œil sur ce qui se passe dans les grandes entreprises. Alors, on laisse répondre Caroline Janvier. Vous ne l'avez pas fait. Résultat, aujourd'hui, la France se bloque. Alors, ok, on laisse répondre Caroline Janvier. Je vous renvoie encore une fois à des analyses objectives par des autorités indépendante, par la presse internationale qui salue et remarque que la France est le pays en Europe qui a le mieux protégé de l'inflation. Vous voyez dans l'état dans lequel est le pays. Est-ce que vous voyez dans l'état dans lequel est le pays? Mais regardez les faits plutôt que de souffler sur une colère qui malheureusement pour vous n'existe même pas. Vous avez les yeux ouverts ou pas? Vous regardez l'état dans lequel est le pays. Et donc ce que je dis, c'est qu'en effet, le bouclier tarifaire permet de limiter à 15%, alors qu'il aurait été sinon de 120% les augmentations de prix de gaz et d'électricité, que nous avons mis en place une réduction effectivement du prix. Il est payé par qui, le bouclier tarifaire? Il est payé par qui? Mais par qui croyez-vous qu'il est payé? Puisque vous avez refusé les taxes sur les super profits. Par qui croyez-vous qu'il est payé? Les taxes sur les super profits, vous les avez refusées. La preuve, vous allez encore les refuser lors du 49.3. Encore une fois, vous mélangez tout, pardon. Il est payé par qui? Reconnaissez avec moi que nous sommes un des pays qui protège le mieux les Français de l'inflation. Alors, on va partir à l'Assemblée nationale, retrouver Stéphanie Despierres, puisque ce matin s'est tenue, comme chaque mardi, la réunion du groupe Renaissance. Alors Stéphanie, Elisabeth Borne est venue à la rencontre des députés. Dans quel état d'esprit est la majorité là? Alors plusieurs députés Renaissance lui ont demandé en réunion de groupe ce matin que le 49.3 soit utilisé plus vite sur les autres textes, car beaucoup de députés de la majorité se sont sentis un petit peu inutiles. Ils étaient dans l'hémicycle pour parer aux attaques de l'opposition, mais sachant que ça allait se terminer par un 49.3, ils ne se sentent pas utiles au débat. Et puis ensuite, le second sujet qui a animé la réunion de groupe ce matin, c'est la question des super profits et des super dividendes après l'adoption d'un amendement venu du MoDem la semaine dernière. La Première ministre a répliqué, on peut travailler, on peut dialoguer, mais il n'y aura pas de prime à l'échappée solitaire. Allusion également aux 17 députés du groupe Renaissance qui s'étaient alliés avec le MoDem pour voter cet amendement. Et ces députés-là sont ce matin remontés au créneau en demandant plus de justice sociale. Patrick Vignal, tout à l'heure, aux 4 colonnes, expliquait notamment comment je peux dire à mes administrés, à mes gens en circonscription de baisser le chauffage s'il n'y a pas un équilibre sur les super profits.
Et les oppositions, Stéphanie, elles se préparent à déposer une motion de censure? Oui, la NUPES et le Rassemblement national ont dit qu'ils en déposeraient chacun une. Il y en aura donc 2 et elles seraient d'ailleurs déjà rédigées avant même que le gouvernement ne dégaine ce fameux 49.3. Il y a quelques semaines, le Rassemblement national avait laissé entendre qu'il pourrait joindre ses voix à celles de la gauche, mais il a changé de position. Marine Le Pen, dimanche, a clairement indiqué que son groupe ne voterait pas la motion de censure de la gauche. Le groupe Les Républicains, pivot, vous le savez, dans cette assemblée à majorité relative, n'en votera aucune. A priori donc, le compte n'y sera pas pour renverser le gouvernement. Merci Stéphanie Despierres. Sébastien Chenu, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit? Nous avions dit que si le gouvernement avait introduit par la voie d'un amendement la réforme des retraites, nous autorisions à voter toutes les motions de censure possibles et inimaginables, dont celle de la gauche éventuellement. Là, nous allons déposer nous-mêmes une motion de censure. Elle sera probablement très différente de celle de la gauche, parce qu'on ne s'oppose pas pour les mêmes raisons. J'imagine que la LFI veulent plus de crédit pour l'immigration, moins pour la police, etc. Donc vous confirmez que vous ne voterez pas celle de la France Insoumise? La motion de la LFI, mais nous voterons la nôtre avec nos propres mots, notre propre vision des choses. Voilà, on est clair là-dessus. Mais je crois que le gouvernement commet, encore une fois, une erreur d'approche en laissant les députés continuer à voter des amendements, à trouver des majorités sur des amendements, à donner de l'oxygène aux Français pour ensuite dire non, vous n'aurez rien. Mais si ça avait été l'inverse, vous auriez peut-être dit on n'a pas pu débattre. Non, je pense que le gouvernement est hypocrite. Il sait depuis le début qu'on ne va pas le voter. Personne s'en est caché. Ni la gauche, ni le Rassemblement national ne se sont cachés en disant peut-être qu'on voterait, etc. On a dit d'emblée, nous ne sommes pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Ne comptez pas sur nous. Mais le gouvernement, aujourd'hui, prend un peu la représentation nationale pour des imbéciles et à travers elle, finalement, les Français pour des imbéciles. Raquel Garrido, il y aura une motion de censure de la France Insoumise sans nul doute? Oui, parce que c'est le seul outil démocratique qui nous reste dans la circonstance. L'article 49-3, je le disais en entame, n'est pas d'essence démocratique. Il permet de faire comme si un vote n'avait pas eu lieu. C'est choquant. Ça choque tout esprit démocratique. Et vous ne voterez pas celle du Rassemblement national? En l'occurrence, nous avons fait en sorte de pouvoir avoir la première motion de censure déposée. Nous sommes les plus nombreux puisque l'intergroupe de la NUPES est le plus gros groupe en termes de députés. Donc, logiquement, c'est nous qui devrions passer en premier. Mais pour moi, la chose, elle est très simple. C'est une épure d'équilibre des pouvoirs. Là, je n'accepte pas que Elisabeth Borne rentre dans cet hémicycle et nous dise à tous que nos votes ne valent rien, que nos votes majoritaires. Moi, je veux bien perdre des votes à la loyale. Quand on présente des amendements et qu'ils sont pas votés, ils sont pas votés. J'accepte à la loyale. Mais de voir les députés Renaissance perdre et être des mauvais perdants, et en plus d'aller solliciter l'application rapide de l'article 49.3, je trouve que c'est une honte, je trouve que c'est une érosion. Le pendant de l'article 49.3, c'est la motion de censure. Oui. Vous n'êtes pas inquiète? C'est le seul qu'on a. Je trouve un peu curieux de dire ça de votre place, venant d'un groupe qui appelle à la rue ce qui n'a pas été gagné dans l'hémicycle. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Et pourquoi c'est étonnant, ça, madame? La Constitution prévoit la protection du droit de manifester aussi. Ça aussi, vous le remettez en cause? Remarquez, c'est cohérent. Vous remettez en cause la démocratie. Alors, on laisse Caroline Janvier terminer. Considérer que le poumon de la démocratie, c'est bien l'hémicycle, et ce n'est pas la rue, le blocage, mais c'est tout. Les grèves. Pourquoi le blocage? Le droit de grève aussi, vous le remettez en cause? Est-ce que j'ai remis en cause le droit de grève? Une seconde. Ce que je dis, c'est que depuis le début, votre stratégie est de gagner par la rue ce que vous ne gagnez pas par le suffrage. Et alors? De remettre en cause pas par le suffrage. Le résultat des différentes élections. Janvier, nous avons mené tout l'été qui devait être à l'Élysée, puis à Matignon, qui finalement n'est même pas dans l'hémicycle. Mais nous, on est là. Qui se permet. Madame, moi, je suis dans l'hémicycle. J'ai été amenée ici par des vrais électeurs et j'ai gagné un scrutin à 2 tours sur vote uninominal. Donc vous n'êtes pas plus légitime que moi. C'est pas parce que vous êtes une amie du président Macron que votre voix vaut plus que la mienne. Merci à tous les trois d'avoir accepté ce débat. En tout cas, il a lieu ici sur ce plateau, comme dans l'hémicycle.